Le lycée de Pointe-Noire désigné meilleur lycée professionnel de France par le quotidien Le Monde. Pour le journal Le Parisien, c'est Massabielle, le lycée catholique de Pointe-à-Pitre, qui remporte la palme des lycées d'enseignement général et technologique. Nous tenterons de comprendre les raisons d'un tel succès. Les riverains de Pliane toujours mobilisés. Le tribunal administratif a ordonné la reprise des travaux suite à l'apparition d'un nouveau permis de construire délivré ce mois-ci à la Seine-Samar. Vous découvrirez le reportage d'Isabelle Hamou. Et le célèbre festival Artiflore s'est déroulé à Trois-Rivières ce week-end. Le public est venu nombreux à admirer les plus belles fleurs de l'archipel. Parmi les vedettes, Doudou Dièse, un personnage haut en couleur qui s'est construit tout seul. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Les véritables réussites se nichent là où on les attend moins. Le lycée professionnel de Pointe-Noire a été désigné comme le meilleur lycée professionnel de France, selon le palmarès du quotidien Le Monde. Une distinction nationale qui fait la fierté des élèves et du personnel de l'établissement. Les raisons de ce succès expliquées par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Le journal Le Monde a décerné au lycée de Pointe-Noire la palme des lycées professionnels, une désignation qui conforte l'équipe pédagogique et réconforte la communauté scolaire dans son ensemble. C'est un travail de longue haleine puisque nous avons mis en place pas mal de projets avec les élèves, avec l'équipe pédagogique et lorsque vous voyez de tels résultats, vous dites ça a payé et vous avez envie de continuer de poursuivre ce travail. Cette première place repose sur plusieurs critères, le taux de réussite au bac, le taux d'accès de la première au bac et de la terminale au bac, plus la valeur ajoutée. Mais c'est surtout le suivi des élèves qui a fait pencher la balance. Les enseignants, depuis quelques années, disons 3-4 ans, il y a cette envie d'un travail en équipe. Et je pense que ça a aidé pour beaucoup puisque les élèves se sentent bien encadrés, bien accompagnés et ils ont envie à ce moment-là de donner le meilleur d'eux-mêmes. D'où les bons résultats enregistrés à Bouillante, 85% de réussite en aménagement et financement, et à Pointe-Noire en électrotechnique, 100% de réussite. La filière électrotechnique, c'est une filière qui est assez valorisante, j'ai envie de dire, puisqu'à la sortie du baccalauréat, les élèves peuvent prétendre à travailler ou à faire un BTS, surtout lorsqu'ils ont une mention au baccalauréat. Donc c'est une filière qui est quand même attractive. Il ne faut point juger les hommes pour ce qu'ils ignorent, mais par ce qu'ils savent et par la manière dont ils le savent. Cette citation de Luc de Clapier-Vauvenargues est le leitmotiv qui a conduit à cette réussite aujourd'hui. Les élèves vous disent souvent, moi j'ai une vie à l'extérieur. Et je me dis qu'on passe tellement de temps dans un établissement scolaire qu'il faut que les élèves se sentent chez eux. Et nous avons mis en place des après-midi. Par exemple, le jeudi après-midi, les élèves peuvent participer à des ateliers animés par des adultes ou par des élèves. Et c'est ce qui est formidable. Mais ça peut être des ateliers de tout, de toutes sortes d'activités artistiques, culturelles, pour qu'ils puissent vivre autrement dans le lycée et vivre avec leurs camarades. Un bien vivre ensemble qui prend tout son sens dans ce cadre de vie agréable où les sonneries des téléphones portables ne retentissent pas. Cette place de meilleur établissement décernée par le journal Le Monde va permettre de promouvoir, entre autres, la filière d'agents polyvalents de restauration. Je fais tout pour valoriser cette formation. Donc je crois que là aussi, ça va encourager les élèves de toute la Guadeloupe à venir dans ce CAP pour pouvoir justement après prétendre à une poursuite d'études puisque nos meilleurs élèves qui ont ce CAP vont après au lycée hôtelier directement en première professionnelle et réussissent très bien. Une belle récompense pour ce lycée situé loin des tumultes des grands axes, une belle promotion qui va contribuer à augmenter l'attractivité de cet établissement qui reçoit des élèves de tout l'archipel et même de l'île Sœur. Un autre établissement de la Guadeloupe s'est démarqué. Il s'agit du lycée privé Massabielle de Pointe-à-Pitre. Le quotidien Le Parisien lui a attribué la première place de son classement dans la catégorie lycée général et technologique. Le reportage de Patrick Curie et de Bénédicte Jourdier. La méthode est simple, une bonne cohésion de l'équipe pédagogique et le suivi rigoureux des élèves qui en font aujourd'hui le meilleur lycée de France, selon le quotidien Le Parisien. À la tête de l'établissement depuis 6 ans, Annie Bulin, qui se dit fière du chemin parcouru par ses élèves d'horizons divers. Une grande joie et puis une grande fierté et j'aurai beaucoup de remerciements à adresser à toute l'équipe,
mais aussi aux élèves et aux parents qui y ont contribué. C'est un travail au quotidien, un travail sur lequel on essaie de travailler la motivation chez le jeune, motivation chez l'adulte pour accueillir le jeune et l'amener à se surpasser. Le secret, c'est peut-être d'être présente partout, à tous les niveaux, des fois peut-être un peu trop sur le terrain, mais je crois que c'est indispensable. Il faut manifester aux jeunes l'amour qu'on a tout simplement pour lui. Et il m'est arrivé de dire quelquefois des jeunes qui disent « Mais comment vous nous connaissez tous, mais pourquoi ?» Et je leur dis « Mais c'est parce que je vous aime. Voilà, vous êtes tous mes enfants. » Massabielle enregistre une valeur ajoutée de 26. Celle-ci correspond au taux de progression de l'élève et le lycée privé est largement en tête à ce niveau. 98% des 132 élèves présentés au baccalauréat 2015 ont réussi et plus de 87% des élèves de seconde ont obtenu leur diplôme à l'issue d'une scolarité complète dans l'établissement. Le taux attendu était de 68%. Grâce à ces bonnes performances, l'établissement souhaite s'impliquer dans d'autres projets beaucoup plus ambitieux, avec notamment le programme Erasmus. Et le directeur académique des services de l'éducation nationale adjoint au recteur nous a rejoint sur ce plateau. Frédéric Bablon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. 2 lycées hautement distingués, qu'est-ce que cela peut apporter finalement à la Guadeloupe, de façon concrète ? De façon concrète, d'abord, c'est très valorisant pour la Guadeloupe et nous sommes très fiers et très heureux de pouvoir afficher ces 2 lycées comme étant performants et faisant réussir les élèves. Alors ensuite, ce que ça peut apporter, c'est de regarder comment ces lycées fonctionnent pour éventuellement s'en inspirer, pour mettre en place d'autres pédagogies et d'autres manières de fonctionner pour faire réussir nos élèves. Alors, le journal Le Monde s'est référé à ses propres indicateurs, mais oui, fournis par le ministère de l'Éducation nationale, le taux de réussite au bac, ça a été d'ailleurs bien expliqué dans le reportage. Qu'est-ce qui fait qu'un lycée est bon ? Un lycée est bon, je crois qu'on l'a entendu à travers les reportages, quand les équipes enseignantes sont suffisamment investies et motivées et font réussir tous les élèves, ou le plus d'élèves possible. C'est-à-dire que les critères de réussite au bac ne sont pas suffisants pour évaluer la performance d'un lycée. La performance d'un lycée, elle se juge sur le taux d'accès, c'est-à-dire la capacité, une fois que les élèves sont rentrés en seconde, de les amener au bac. Là, on a entendu un chiffre de 87%, c'est bien au-dessus des scores nationaux. Dans les scores nationaux, on attend 71-72% de taux d'accès. Là, on est dans des taux de 87%. Et puis, c'est aussi en fonction des catégories socioprofessionnelles. Nous avons des lycées qui ont des élèves qui sont de milieux plutôt modestes et qui réussissent aussi bien dans ces lycées qu'ailleurs. Donc, voilà ce que c'est. Et le lycée de Pointe-Noire l'a bien prouvé, puisque il met à mal bien des idées reçues. 35,7% des élèves de cet établissement sont issus de milieux défavorisés. Donc on peut estimer que finalement, qu'est-ce qui fait la réussite? C'est l'accompagnement et que quel que soit le milieu d'où l'on vient, on peut réussir. Quel que soit le milieu d'où l'on vient, on peut réussir. C'est beaucoup lié à l'investissement des équipes, encore une fois, à la capacité des équipes à étayer et à aider les élèves. Bien sûr que les familles ont leur rôle à jouer dans l'accompagnement et dans l'intérêt qu'ils vont montrer pour les études. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu modeste qu'on ne s'intéresse pas à la scolarité de son enfant. Donc il faut arrêter aussi ces préjugés si on en a quelques-uns. En tout cas, voilà, ces résultats nous montrent que tout est possible dans notre Académie de Guadeloupe pour faire réussir ses élèves. Alors, ces chiffres servent finalement le rectorat, font briller un peu la Guadeloupe, l'image qu'on a de l'éducation nationale en Guadeloupe, mais desservent aussi peut-être quelque part le principe de la mixité sociale, puisqu'on imagine que les parents se servent de ces palmarès pour inscrire leurs enfants dans les meilleures écoles et non pas privilégier l'établissement le plus proche de leur lieu de domicile. Alors, je crois qu'il faut expliquer aux parents que justement ces critères sont aussi basés sur des indicateurs qui ne sont pas uniquement sur des taux de réussite, uniquement au bac. Ce sont des milieux plutôt défavorisés qui fréquentent aussi ces établissements. Et ceci montre que ce n'est pas le milieu social qui fait la réussite des élèves, mais justement le dynamisme d'un établissement, l'implication de son équipe pédagogique. Donc il ne faut absolument pas que les parents raisonnent comme ceci. Et puis, on choisit aussi un établissement en fonction des formations qui sont proposées, pas uniquement en fonction des taux de réussite, uniquement au bac. Est-ce que vous veillez justement à ces stratégies d'évitement,
que les parents pourraient utiliser pour inscrire leurs enfants dans les meilleures écoles? Est-ce qu'on veille à ces stratégies? Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le Parce qu'il y a le parcours. système de dérogation que les parents utilisent souvent, où les enfants s'inscrivent, prennent des options. C'est très codifié, hein. Oui, alors on peut prendre des options dans certains cas qui sont des options qui permettent d'obtenir tel établissement ou tel établissement. Maintenant, beaucoup d'établissements aujourd'hui proposent un ensemble d'options largement suffisant pour pouvoir à chacun d'y accéder. Et puis voilà, alors il n'y a pas de stratégie, il y a simplement des explications. Il y a un travail qui se fait au sein des collèges et des lycées sur le parcours d'orientation des élèves pour leur expliquer que, quel que soit l'endroit, en particulier quand on a des lycées avec des équipes très très motivées, on peut réussir. Quels sont vos moyens pour justement aider les établissements à performer dans ce sens? Les moyens du rectorat? Alors, déjà, les établissements sont accompagnés par des corps d'inspection qui aident les chefs d'établissement dans l'analyse de leurs indicateurs. On co-construit avec les chefs d'établissement des projets d'établissement à partir de diagnostics qui sont posés, d'indicateurs qui sont bien définis. Et donc après, on accompagne régulièrement les chefs d'établissement dans le développement des actions qu'ils peuvent mettre en place au sein de leur collège ou de leur lycée, de manière générale. Merci d'avoir répondu à nos questions ce prie. soir. Mais ATV Guadeloupe a décidé de vous donner la parole en plusieurs volets sur les premiers pas du président de la région Guadeloupe. Harry Chalus aborde le cap de ses 100 jours au pouvoir, au conseil régional. Que pensez-vous de son action? Nathalie Dinan et Moïse Dexter sont allés recueillir l'avis des Pointe-Noiriens. On les écoute. Mais 100 jours de Chalus, qu'est-ce que vous en pensez? 100 jours. Ça fait déjà un petit peu... On verra pour l'avenir. D'accord. Pour les jeunes, ainsi pour les jeunes citoyens. Pour moi, c'est une transition. Parce que là, il faut attendre qu'il mette en place sa machine et on verra plus tard. Si ça ne marche pas, on va l'enlever tout rapidement. Maintenant, c'est ça. Il faut attendre. Il faut attendre, il est bien d'entrer. Il faut toujours attendre qu'est-ce qu'il va apporter de bon. On a vu le changement, même s'il y aura du progrès. On espère. On va voir. Il a dit que tout va s'améliorer par rapport aux embouteillages qu'il y a sur le pont de la Gabarre et partout. On attend. Un point c'est tout. Dites, yes, papa. Ah ben, ça commence à venir. Oui. Ouais. Enfin, on verra après. Maintenant, on ne se laisse pas faire. Ouais. J'ai remarqué qu'il y a une petite évolution au niveau citique. Ils font travailler un peu leur tête. Oui. Donc, ce n'est pas les belles paroles. Donc, on attend. Mais on a l'espoir. Okay. On a l'espoir. Ils viennent d'arriver, donc il faut attendre un petit peu encore. Il n'y a pas assez de temps encore là pour faire une je ne sais pas. Comme tout a changé là, donc voilà. Non, mais il n'y a pas grand-chose parce qu'il vient d'être élu. Donc il faut qu'il passe dans tous les dossiers, il faut qu'il mette tout en ordre avant de commencer à travailler. Et donc pour moi, vous... je sais que je suis posé pour moi. Il faut laisser le temps. Ce n'est pas en 3 mois qu'il va faire beaucoup de choses. Il faut attendre, il faut laisser le temps, au moins même 2 ans, 3 ans. Bon, pour le moment, c'est un petit peu difficile. C'est vrai qu'il a trouvé pas mal de difficultés et il doit remonter la pente et faire ce qu'il y a de mieux pour nous parce que là, en ce moment, ça ne va pas du tout. Il faut qu'il fasse de son mieux pour que ça aille parce que sinon, ça ne va pas aller. Et nous attendons tous après lui qu'il y ait un changement. Mais lui seul, il ne peut pas tout faire. Donc, nous attendons. Restez avec nous dans un instant. Nous verrons le parcours d'une jeune Guadeloupéenne qui a participé au Marathon de Paris. Et puis nous irons dans les stands de la 21e édition d'Artiflore, le Festival des Fleurs. Ils étaient vent debout contre ce projet de construction de 90 logements sociaux à Pliane-au-Gosier. Le tribunal administratif a ordonné, dans une décision rendue le 31 mars dernier, la reprise des travaux, provoquant ainsi la colère des riverains. On regarde le reportage d'Isabelle Hamou. Le ton monte une nouvelle fois dans ce quartier de Pliane. Il y a un mois, ces riverains contestaient l'apparition de 90 logements sociaux construits par la SEM-Samar via un permis de construire non conforme. Celui-ci datait du 20 novembre 2008. Un projet suspendu suite à une ordonnance datant du mois de février 2016. Aujourd'hui, alors que la cour d'appel rejette l'ordonnance des riverains, un nouveau permis de construire apparaît. C'est la grande surprise. Nous
nous sommes encore 2 fois plus inquiets quant aux manigances, aux manipulations qui se déroulent derrière le dos de la population gozérienne et de la population guadeloupéenne, quand nous voyons subitement apparaître un permis, ça y est, il faut que la population sache qu'il y a un tout nouveau permis flambant neuf qui vient d'être fabriqué par la mairie du Gosier, toujours dans l'intérêt de la société d'économie mixte de Monsieur le maire, la SEM-Samar. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que tout est manigance, tout est manipulation? Est-ce qu'on prend les Gozériens pour des cons? Donc il faut absolument qu'on se mobilise, qu'on fasse valoir nos droits, puisqu'apparemment personne ne peut le faire à notre place. Nous, il faut absolument que la population sache, parce qu'il y a une opération de communication qui consiste à faire croire aux gens que la population serait contre les logements sociaux. C'est absolument faux. Nous sommes favorables à tous les types de logements qu'on puisse mettre à la disposition des Guadeloupéens pour qu'ils soient parfaitement hébergés. La municipalité de son côté rétorque que le permis de construire a été délivré dans les règles et déplore qu'une affaire familiale se transforme en conflit social. Ce permis a été attribué au départ à la SCPHLM, qui a transmis ses droits à la SEM-Samar, c'est-à-dire la propriété du terrain, ainsi que le permis. Et il faut savoir que c'est une affaire qui a à l'origine un problème de différend familial, qui a évolué depuis la contestation du titre, qui a confirmé le propriétaire dans son titre, et qui arrive jusqu'à maintenant. Donc, nous, mairie, nous sommes à l'aise pour pouvoir dire que les choses ont été faites correctement. Par ailleurs, pour la concertation, pour les explications aux autres personnes qui sont venues se greffer autour de cette SCI et du collectif, nous sommes prêts à les recevoir en mairie pour donner l'explication qu'ils souhaitent obtenir et que nous puissions clarifier les choses pour que la paix se retrouve sur le territoire gozérien, que nous puissions vivre en bon guadeloupéen, sans problème. Les travaux qui devaient reprendre aujourd'hui à Pliane sont encore suspendus, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et le logement social est au cœur des préoccupations. Il manquerait près de 20 000 logements sociaux en Guadeloupe, selon la Confédération nationale du logement. Edmond Rousseau, bonsoir. Oui, Roland Rousseau. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez vous exprimer. Dites-moi, cette mobilisation vous choque? Quel est votre avis là-dessus? Un peu choqué, oui. Pourquoi? Expliquez-nous. Non, dans la mesure où je crois qu'il y a de la place pour tous les Guadeloupéens. Un logement social, d'ailleurs, ça me gênait dans la mesure où depuis 35 ans, plus de 35 ans, on se bat pour un logement social de qualité et que ne pas trouver sa place dans quelle que soit la commune. Et je dis, ce serait dommage et il faudrait que les hommes, les Guadeloupéens puissent savoir qu'apprendre à vivre dans le respect des uns et des autres. Et il faut quand même le préciser que la commune du Gosier ne remplit pas le quota de 25% de logements imposés par l'État, mais se situe à moins de 10 logements sociaux sur son territoire. 20 000 logements qui manqueraient en Guadeloupe, une urgence, selon vous, la Confédération nationale du logement, une vérité qu'il faudrait nuancer, selon l'Observatoire de l'habitat de la Guadeloupe, qui dépend de la DIL. Ce besoin s'échelonnerait normalement sur 15 à 20 ans. En clair, qu'il n'y aurait pas d'urgence à construire. Là, la DIL, je ne sais pas comment il traite les sujets, mais véritablement aujourd'hui... Il s'agit des chiffres de l'État. Oui. Les erreurs sont aussi là de temps en temps. Croyez-moi, nous, depuis 30 ans, plus de 35 ans qu'on est sur le terrain, on rencontre les besoins au quotidien des gens, des jeunes, et surtout les jeunes qui ont besoin de se loger. Et que quand on dit que, bon, eh bien, il faudrait faire ça en 20 ans, 15 ans, 20 ans, à mon avis, je ne suis pas d'accord. Je dis qu'aujourd'hui, on a besoin, non seulement pour le logement, pour relancer le bâtiment dans le pays, et aussi pour permettre à des gens de vivre, des jeunes de vivre dans des conditions acceptables, je dis. Alors, la DIL affirme que 8 000 personnes sont en attente de logements sociaux en Guadeloupe. Est-ce que vous accompagnez ces personnes? Est-ce que vous les aidez dans ces démarches? Mais madame, c'est tous les jours. Tous les jours. Expliquez-nous cette démarche. C'est tous les jours que notre fédération, la CNL, reçoit du monde. Je vous invite à venir faire un tour, par exemple, mardi chez nous au Laurier. Eh bien, vous verrez le nombre de personnes qui sont en ligne bien serrée,
qui attendent, ils viennent pour un logement. D'ailleurs, il y a un schéma qui est en train de se basculer. Avant, c'était surtout sur la qualité, les difficultés qu'on a, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus une affaire de besoin de logement. Ce chiffre de 8 000 logements, je dis, il faut tout à fait l'éliminer pour rester dans le bon chiffre. Autre point important, celui de la vétusté de certains immeubles que vous dénoncez. Absolument. Hier, d'ailleurs, on a tenu notre assemblée générale hier à Petit-Bourg. Il était beaucoup question de l'état des logements, des charges, et que, bon, aujourd'hui, il y a des efforts considérables à faire. Parce que nous estimons que les bailleurs, effectivement, doivent faire des efforts supplémentaires pour pouvoir donner un logement de qualité, un logement décent, un logement de qualité, parce que, bon, eh bien, on ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Vous dénoncez également l'augmentation constante des charges locatives. Comment expliquer ce phénomène en Guadeloupe? Eh bien, c'est vrai que les charges augmentent. Les charges augmentent parce que, bon, il y a une forme d'adaptation avec la réalité. Bon, insuffisance de logement fait que, bon, eh bien, ça entraîne pas mal de complications. Toutefois, nous, hier, dans la préparation, mais ce n'est pas un phénomène uniquement réservé à la Guadeloupe, parce qu'on est en train de préparer le congrès national de la CNL, qui aussi par là même fête ses 100 ans, eh bien, ce sont nos préoccupations. Quelle est votre marge de manœuvre pour justement inverser cette tendance? Eh bien, tout d'abord, il faut qu'il y ait plus de logements. C'est vrai, l'État à ce niveau-là a échoué, qui avait promis 150 000 logements par année, a échoué. Ce qui signifie, ça, derrière chaque échec, il y a une continuité des faits. Ce qui signifie, bon, eh bien, on continuera à se battre, et j'invite nos élus, nos parlementaires à un débat sur le regard croisé des habitants qu'on tient à l'Assemblée nationale le 4 mai. Et au contraire, les parlementaires qui seraient sur place de bien vouloir, dans l'après-midi, participer à ce débat. Quel regard portez-vous sur la rénovation urbaine? On le voit, une ville comme les Abîmes, Pointe-à-Pitre, elles sont en chantier. Vous avez l'impression que la Guadeloupe est en retard? C'est un vrai retard. Il y a du retard, même si on aimerait nous dire qu'on est dans le timing. C'est vrai que... Vous avez déjà interpellé les élus sur ce sujet? Eh bien, ça a été ma grande préoccupation là-dessus. Vous savez que les logements en toute cette zone de Pointe-à-Pitre, Cancan d'ailleurs, qui est presque, on peut qualifier ça de catastrophique même pour Pointe-à-Pitre, ce retard-là a poussé à une dépopulation de Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire une perte considérable de population à Pointe-à-Pitre, et qui a des conséquences aussi sur le budget de Pointe-à-Pitre. En tout cas. Alors, ce qui signifie aujourd'hui, on avait fait des propositions sur le décasement, sur un certain nombre de dossiers que, bon, qu'on n'a pas tenu compte. Ça, c'est... les décideurs restent les décideurs, on respecte les décideurs. Mais aujourd'hui, en très peu de temps, Pointe-à-Pitre a perdu 10 000 habitants qui pèsent énormément sur le budget de Pointe-à-Pitre. Edmond Rousseau, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, surtout. Il serait, selon les sondages, le favori des primaires chez les Républicains. Alain Juppé a commencé sa visite aux Antilles-Guyane. Le maire de Bordeaux, candidat aux élections présidentielles pour 2017, prépare le terrain. Arrivé hier en Guyane, il a tenu une conférence devant ses partisans. Le récit de Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Lorsque les forces armées françaises ont cédé devant l'irrépressible offensive allemande, lorsque les autorités nationales ont renoncé à poursuivre le combat et se sont abandonnés à l'ennemi, Félix Éboué a été de ceux qui, dès le 18 juin 1940, ont reconnu la légitimité du général de Gaulle. Un hommage poignant rendu par Alain Juppé à Félix Éboué. Le maire de Bordeaux s'est rendu ce matin sur la place des Palmistes, accompagné de différents élus guyanais. Devant la statue de Félix Éboué et au son de la Marseillaise, chacun a déposé au pied du monument une gerbe, symbole de leur profond respect.
Félix Eboué est un grand Français, un grand Guyanais, bien sûr. Un double exemple. D'abord, un exemple de travail et de courage. Il s'est élevé par ses propres mérites. Dès juin 40, il ne s'est pas trompé. Il a vu que l'avenir, c'était le général de Gaulle et l'appel qu'il lançait à la résistance. Et donc, il s'est totalement engagé en sa qualité de gouverneur du Tchad pour ramener à la France libre le premier morceau du territoire national, si je puis dire, et l'Empire. Et de ce point de vue-là, il a joué un rôle décisif dans le sursaut de la nation. C'est à ce double titre que j'ai souhaité lui rendre hommage ce matin. L'affaire Green Parrot, dont le procès se tiendra au mois de novembre, fait encore parler en Martinique. Le président du conseil exécutif de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, prévenu dans cette affaire en tant que président du conseil régional, au moment des faits ne peut pas représenter la collectivité durant les audiences. Une délibération a été votée mardi dernier. Le président sera donc remplacé par 2 conseillers exécutifs qui se constitueront partie civile au nom de la CTM. Le reportage de Loïc Régis. Serait-ce une stratégie de défense du clan Marie-Jeanne ? Le président du conseil exécutif, ne pouvant agir en tant que prévenu et représentant dans le dossier, a fait voter une délibération. Celle-ci permet à Francis Carole et Aurélie Nella, tous 2 conseillers exécutifs, de saisir la justice au nom de la collectivité territoriale. Pour Maître William, avocat d'un groupe de contribuables souhaitant se constituer partie civile dans ce dossier, la manœuvre a pour but d'alléger les accusations contre Alfred Marie-Jeanne. Parce que personne n'est dupe dans cette histoire. La collectivité, par l'intermédiaire de ces 2 conseillers, va se constituer partie civile dans ce dossier, ce qui va nous empêcher, en tout cas d'après les textes et l'interprétation que l'on a des textes, empêcher les contribuables de se constituer partie civile. La démarche est habile. Elle est certes juridique sur le plan de la forme, mais j'ai des doutes quant au fond et quant aux réelles motivations de cette soudaine délibération. Selon Francis Carole, il n'est pas question que la CTM soit représentée par des contribuables. Nous nous présentons des choses très simples. Le président se fait remplacer par Aurélie Nella et Francis Carole en cas d'absence pour pouvoir rester en justice. La question que les citoyens puissent décider de se porter partie civile n'a absolument rien à voir avec la délibération que nous avons votée. C'est une précaution que le président du conseil exécutif prend au cas où la nécessité se poserait. Bon, nous espérons que la nécessité ne se présente pas, mais il est possible que les choses se présentent ainsi et qu'il faille à sa place pouvoir intervenir, pouvoir rester en justice. Donc par conséquent, nous prévoyons tout. Le procès a été renvoyé au 9 novembre. Pour rappel, Alfred Marie-Jeanne, sa fille et son gendre sont poursuivis pour prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux. En Martinique, toujours, un homme a été blessé au coutelas ce matin dans les rues de Fort-de-France. La victime a été transportée au CHU. Voyez le reportage de Frédéric Mazy, d'ATV Martinique. Des taches de sang qui témoignent de la violence du drame. C'est aux alentours de 10h20 qu'un homme cagoulé porte des coups de coutelas à un autre. La victime est grièvement blessée à l'avant-bras. Paniquée, elle parcourt une centaine de mètres pour se mettre à l'abri et demander de l'aide. C'est dans cette boutique qu'elle trouve refuge. Un jeune, il est entré dans le magasin, qui pissait le sang, la poignée était vraiment ouverte. Alors il est entré dans le magasin, il s'est couché là, il ne pouvait plus, on a appelé les pompiers. On sait que c'est une agression parce qu'il y a une amie à lui qui est venue pour lui dire oui, on va porter plainte, on va porter plainte. Dans le quartier du canal Levassor, où réside l'agresseur depuis peu, les riverains ne sont pas surpris, l'homme y est décrit comme isolé et violent. Ça fait 2 personnes blessées avec le bras. Et on ne lui fait rien. Ça fait la 2e personne qui coupe le bras. Pour avoir de l'argent, il ne travaille pas et puis il veut qu'on lui donne de l'argent comme ça. La victime a été transportée au CHU. Elle est ce soir dans un état grave. L'agresseur, quant à lui, a été interpellé et placé en garde à vue. En Guadeloupe, un automobiliste qui circulait dans le sens Petit-Bourg-Pointe-Noire a perdu le contrôle de son véhicule. Un accident qui s'est déroulé en fin de matinée au niveau du col des Mamelles, route de la Traversée. Après plusieurs tonneaux, le véhicule a fini sa course sur le toit, comme vous pouvez le voir sur ces images. Heureusement, plus de peur que de mal. Le conducteur est sorti indemne. Choqué, il a tout de même été conduit au CHU de Pointe-à-Pitre.
Le public a fait sa connaissance ce week-end au festival Artiflore. Doudou Diez, 20 ans, qu'elle s'adonne à sa passion, la couture. Elle a présenté 12 pièces de sa nouvelle collection, Rencontre, avec un personnage haut en couleur, avec Loïs Ignace. Que de chemin parcouru depuis sa jeunesse jusqu'au moment où Claudine Rosbar a pris un fil et une aiguille pour commencer à coudre. Une aventure qui a débuté depuis plus de 20 ans déjà et qui a donné naissance à Doudou Diez. La styliste et créatrice de mode s'est fait connaître en modernisant la robe créole. J'avais toujours ce petit truc qu'il fallait que je me démarque des autres. Donc j'ai essayé de me faire une jupe en collant de morceaux de tissu. Il n'y avait pas de ceinture, il n'y avait pas d'élastique, pas de bouton. Donc j'ai, comme on dirait, entre guillemets, j'ai sanglé avec un morceau de ficelle. J'ai attaché ma taille. Je me suis dit, il faut quand même améliorer. Donc j'ai cherché à m'améliorer. J'ai rajouté la fermeture, j'ai rajouté les boutons. Et puis après, comme on dit, un chemin faisant, je me suis perfectionnée. Lors du défilé à Artiflore, Doudou Diez a présenté en avant-première une partie de sa nouvelle collection au style roots, ethnique, conçue avec des matières naturelles. Beaucoup de tissus ethniques, le genre tissu africain. J'ai mélangé aussi avec du raffia de différentes couleurs, que ce soit pour confectionner des tenues ou alors pour faire des coiffes, pour faire des ceintures. Donc tout un mélange de matières naturelles, de matières nobles avec des couleurs sauvages aussi et qui m'ont donné cette collection très roots, très ethnique. Doudou Diez est également formatrice. Elle a décidé de transmettre son savoir à la nouvelle génération. Mon atelier se situe juste en face de lycée de Rivière-des-Pères. Donc il y a la section art appliqué. Je travaille aussi avec Bainbridge. Je reçois des élèves de Bainbridge. Je fais aussi des projets pédagogiques. Récemment, c'était sur l'estime de soi, puisqu'on connaît aussi le problème de nos jeunes ici. Donc il faut tout le temps les motiver, les inciter davantage à avoir confiance en eux pour qu'ils puissent justement faire leur place dans cette société qui ne leur fait pas de cadeaux. Pour Doudou Diez, son plus beau souvenir, c'est quand j'ai été élue Madame Commerce de France. J'avais 25-26 ans. Et puis là, il a fallu préparer un dossier, montrer mon savoir-faire. Et puis, j'ai été acceptée. Alors, je suis partie en métropole. Et quand je suis arrivée, ça s'est passé à la Maison de la Radio en France. Et je me suis trouvée toute petite. Puisque j'arrivais sur le marché, j'étais jeune. Et puis, il y avait des grands chefs d'entreprise, enfin, je dis des chefs d'entreprise qui étaient installés depuis très longtemps. Donc, des mères qui étaient chefs d'entreprise, des boulangères de grands multinationalistes, je dirais, et qui étaient là. Et moi, j'étais là parmi toutes ces dames qui, justement, étaient aussi, avaient été élues Madame Commerce de France. Mais là, pour moi, c'était le summum. C'était la consécration, en tout cas. Doudou Diez présentera l'intégralité de sa collection à la Foire de Paris le 4 mai prochain. Et la 21e édition d'Artiflore a remporté un franc succès ce week-end à Trois-Rivières. Une 50aine de stands est installée à l'école mixte 1 de la commune. Entre les roses du désert, les bégonias, bougainvilliers et autres plantes, les visiteurs ont trouvé leur bonheur. Loïs Ignace. La 21e édition d'Artiflore a remporté un véritable succès ce week-end. Horticulteurs, pépiniéristes, artisans d'art locaux ou encore agrotransformateurs. Au total, pas moins de 53 exposants étaient présents. Parmi le public venu en nombre à cette manifestation, certains avaient fait plusieurs kilomètres pour trouver la plante ou la fleur rare. Des orchidées, mais des orchidées qui sont rares, qui sont très rares et avec beaucoup de prestance, des belles fleurs qu'on voit partout. Et je suis venue un peu pour ça, je sors des abîmes pour venir chercher des orchidées pour ma soeur et pour moi-même. Bah écoutez, je suis assez satisfaite, c'est vrai, parce que ça faisait longtemps que je voulais des Ixora et des euphorbia, et puis là je passe le pas, donc je suis super contente. Pas de signification particulière, c'est juste parce que je les trouve super jolies, qu'elles fleurissent bien, et que c'est vraiment un plaisir d'avoir des fleurs à la maison, tout simplement. J'ai trouvé mon bonheur, je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Ah, mais je trouve, voilà, des plantes que je peux mettre dans des bacs devant ma porte pour pouvoir embellir. Alors de sorte que là, je suis comblée parce que j'ai tout ce que j'ai envie et
qu'il me faut surtout. Offrir un choix divers et varié de plantes et de fleurs, c'était l'objectif des pépiniéristes qui s'étaient également démenés pour proposer quelques nouveautés à la population. On s'est efforcé de trouver des petites plantes d'avant, d'époque, parce qu'à Trois-Rivières, c'est surtout ça, les plantes d'avant qu'on cherche, les épines du Christ. On sait que forcément, c'est quelque chose de populaire, c'est quelque chose qui va attirer l'œil. Le berceau de Moïse, on a fait venir pour ici parce que c'est une plante qu'on nous demandait sur Trois-Rivières. Vous n'avez pas le berceau de Moïse parce que c'est une plante d'avant, c'est une plante qu'on ne trouve plus, parce que ça s'ouvre que le soir, vers 10h30, 11h. Donc c'est toujours une surprise, c'est agréable d'aller la regarder. Et ça dégage un petit parfum, c'est assez agréable. Alors on trouve les rosiers greffés, on a les bougainvilliers panachés, également des gerbera, la rose du désert. Ensuite on a les arômes, également là, les bougainvilliers greffés, donc dans un pied, il y a 3 couleurs greffées sur un même pied. Et bien sûr, le public en a profité pour demander des conseils auprès des horticulteurs. Alors ils veulent savoir le temps d'arrosage, quel engrais qu'il faut mettre, le placement de la plante, la durée d'ensoleillement. Donc tout ça, c'est des facteurs qui rentrent en compte pour optimiser la plante à son maximum. Si elle est trop à l'ombre, elle ne fleurit pas. Si elle est trop au soleil, elle a de trop de soleil, donc on optimise la place de la plante où elle doit être dans le jardin. Artiflore, une manifestation bien rodée qui fait partie des rendez-vous incontournables en Guadeloupe. Autre rendez-vous incontournable, la 40e édition du Marathon de Paris. Elle a rassemblé 50 000 participants, parmi lesquels se trouvait Sunilda, une Guadeloupéenne de 24 ans. Éric Dupuis et Augustin Sustrac d'ATV Paris l'ont suivi pour nous. Regardez. Il est 7h30 en ce doux dimanche de printemps. Le stand de la banane de Guadeloupe et Martinique accueille ses 16 champions du jour et pour la première fois, une femme, Sunilda, encore engourdie par le froid matinal. Mais cette Guadeloupéenne de 24 ans affiche déjà ses ambitions. J'aimerais faire au moins maximum 3h30. Si possible, voilà. Maximum. Si possible moins, mais voilà. Sinon, dans les eaux entre 3h15 et 3h30, voilà. C'est son premier marathon et la course est l'une des plus prestigieuses au monde. Alors 7 mois de préparation ont été nécessaires pour être bien en forme ce dimanche. Avec les séances d'entraînement qu'on a fait, avec ce qu'elle nous a donné, elle est capable de faire moins de 3h30. Ça, c'est tout à fait sûr. Si elle écoute les consignes, si elle ne s'affole pas, si elle ne crée pas de stress inutile, si elle prend bien ses ravitaillements, elle fera ses moins de 3h30 tranquillement. 8h, c'est l'heure du départ sur les Champs-Élysées. Les 56 000 participants peuvent s'élancer sur la plus belle avenue du monde. Ensuite, le parcours est comme d'habitude 42 km entre ouest et est parisien. Un peu plus de 4 heures plus tard, Sunilda franchit la ligne épuisée. Elle est dans les 15 000 premiers. Je me sentais bien. Pendant les 28 premiers kilomètres, je me sentais bien. Après, c'est à partir de cela que j'ai eu vraiment froid aux pieds. Je ne sais pas pourquoi. J'avais vraiment froid aux pieds. J'ai un peu eu la cheville qui gonflait et bon, ça m'a un peu ralenti, mais sinon, ça va. J'ai pu terminer. Son entraînement ne l'avait pas préparé au climat parisien, mais passé la déception du chrono, reste la satisfaction d'avoir participé. C'est une fierté quand même. Je suis la première femme pour la banane Guadeloupe Martinique à faire le marathon et j'espère encourager d'autres femmes à faire le marathon. Voilà. De nouvelles femmes qui devront être bien préparées pour intégrer une équipe redoutable. Les 2 premiers producteurs de bananes des Antilles ont terminé en à peine plus de 2h40. Quelques informations pratiques maintenant. Il y aura des coupures d'électricité demain à Capesterre de Marie-Galante de 8h à midi, ainsi que la ville de Goyave et de Pointe-à-Pitre. Des coupures essentiellement dans la matinée. Et puis si vous voulez donner de votre sang, une collecte aura lieu demain au parking de la bibliothèque municipale de Déhay de 14h à 18h30. Et puis le mercredi au centre commercial de Millénis, les Abîmes. Et puis les nouveaux locaux du Centre communal d'action sociale de Sainte-Anne sont désormais ouverts rue Albert Courriol. Après 2 éditions réussies en Martinique, le Yenda Show s'installe en Guadeloupe, un concours de chant réservé aux artistes, chanteurs, auteurs et compositeurs. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à dimanche. 15 candidats seront retenus à l'issue des présélections organisées les 15, 16 et 17 avril à l'Auberge de la Vieille Tour. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter les membres de l'association à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran, yendaprod@gmail.com. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.